Pour cette nouvelle série de vlogs, retour dans le sud-est de la Turquie, berceau de l'humanité. Ici, les visages traduisent de l'histoire ancestrale qui a coulé en ces terres. Chaque ville aux couleurs du soleil que l'on va visiter ensemble recèle de nombreux trésors. On peut entendre dans les rues le kurde et l'arabe qui se mêlent au turc et observer les traditions de ces peuples établis ici. Alors sans plus attendre, laissez-vous porter par ce voyage avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs, on se retrouve aujourd'hui à Diyarbakır. On a quitté les territoires arabes de l'Anatolie pour retrouver les territoires ou les terres kurdes. La première fois que je vois ça, il y a vraiment des panneaux, des grands panneaux à l'entrée. Là, il y a un panneau qui explique le foulard, pourquoi le foulard, ce que c'est. Là, il y a les 5 piliers de l'islam. Du coup, voilà, un petit peu expliqué succinctement. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant pour les personnes qui viennent, qui sont pas musulmanes et qui viennent visiter cette mosquée, d'avoir un petit peu des informations concises. Cette mosquée, en réalité, était une église. Lorsque les musulmans conquirent la ville en 639, par les compagnons eux-mêmes, par l'armée envoyée par Omar ibn al-Khattab, eh bien, cette ville sera conquise et ce sont des compagnons qui vont transformer ces lieux en mosquées. Ils prieront ici. Les martyrs de cette bataille seront même enterrés juste à côté des murailles. Alors ce qu'il y a d'assez particulier, ce sont aussi les toilettes. Alors je vous montre, ils ont mis en place un système de chasse d'eau. L'eau de source, elle coule directement. C'est l'eau du fleuve, hein. Vous faites vos besoins ici, en hauteur. C'est la première fois que je vois ça. Alors avec le même système, vous avez le lieu pour prendre vos ablutions. L'eau de source, hein, directement. Et juste derrière nous, c'est ce qui a amené cette mosquée à être appelée Hazret Suleyman Jami. Hazret Suleyman en référence non pas au prophète, même si certains croient qu'il y a un lien avec le prophète Suleyman, mais avec le fils de Khalid ibn Walid, qui serait décédé ici, ainsi que 27 compagnons. Parce que les compagnons sont effectivement ici, à cet emplacement précis. Le doute subsistera toujours, mais il n'en reste pas moins que des compagnons ont prié ici, des compagnons ont conquis cette ville et des compagnons sont morts en martyrs dans ces endroits-là. Et donc ça amène ces lieux-là à être fréquentés par les locaux, même si voilà, de fausses croyances subsistent toujours et subsisteront toujours, quoi que nous fassions. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer les gens à s'inspirer certes de ces compagnons, et ne pas faire de ces lieux des lieux d'association à Dieu.
On s'est un petit peu installé au pied de la mosquée. Et en fait, en contrebas, comme ça, il y a une très très jolie vue sur une plaine agricole. Et on voit un petit bout du Tigre, un petit peu plus loin, un petit peu en contrebas. Et donc ça me fait penser qu'en fait, on est en plein dans le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate, là où du coup est née l'agriculture. Dernier matin à Diyarbakır, malheureusement on n'a pas pu profiter comme on voulait parce que j'étais malade hier, donc voilà, c'est une journée un peu perdue, mais bon, c'est les aléas du voyage. Et donc là on va prendre un petit déjeuner ici, dans un ancien han. Alors un han ou un caravansérail, c'est à peu près la même chose. Dans l'étage du bas, on mettait donc les animaux et dans les étages du dessus, on logeait. Aujourd'hui, ça a été utilisé en tout premier lieu par un certain Mustapha pour des petits déjeuners. Ensuite, ça a fait un tel carton qu'il n'y a que des... Enfin, c'est devenu un lieu pour faire le petit déjeuner. Et on nous a conseillé ça, donc on va essayer de goûter, Inch'Allah. Donc alors le petit déjeuner, classique turc qui en général c'est plutôt salé, avec une omelette. Donc là on a une belle omelette avec de la viande et des poivrons. Alors il y a toujours de la salade, des olives, les olives là. Et là en plus on a plein de petites salades. Donc on a un petit caviar d'aubergine, on a une petite salade là avec des pommes de terre. Ça c'est trop bon, ça c'est de la crème avec du miel. Plein de fromages de tout plein de sortes. En général c'est des fromages qui sont propres à la région. Et c'est limité, donc on peut redemander à chaque fois de ce dont on a aimé. Allez, bon appétit et puis le thé bien sûr. Alors on est vraiment très très bien servi ici. Les kahvaltı à Istanbul c'est quand même assez cher si on veut quelque chose de bien. Il y en a à peu près pour 10 €. Là on paye 5 €. 5 € par personne. Par personne, ouais. Ouais, 5 € par personne. À Istanbul c'est plutôt 10 € par personne. Donc là on va dire qu'on est sur du moitié prix pour un meilleur service même. L'expérience Diyarbakır touche à sa fin et là on se dirige du coup vers Mardin. Il n'y a pas beaucoup de route, il y a environ 1h20 et voilà, on a entendu beaucoup de bien sur Mardin, donc on a vraiment hâte d'aller découvrir cette ville. On a loué une chambre dans un très joli hôtel. Regardez la chambre, super jolie. Pour se rafraîchir, il fait très chaud. Un cocktail au basilic, c'est excellent. Tu veux goûter quoi ça? Alors il est bon. C'est évidemment madame, mais c'est excellent. Vraiment, je sais pas comment ils font ça. Ça fait 5 minutes. Papa, Qu'est-ce que vous pensez de Mardin? trop bon! Alors on commence notre visite de Mardin par le monument qui se trouve le plus au sommet de la ville, la Medrese Zinciriye. Alors elle a été fondée par la dynastie Artuklu. Si vous vous souvenez, quand on était à Kars, on avait vu la dynastie Saltuk. En fait, quand le sultan Alparslan, des grands Selçukides, vient conquérir ces régions, il va les confier à ses lieutenants, notamment Saltuk pour le nord, Artuk pour le sud, etc. Et c'est Artuk qui vont gouverner la ville jusqu'à l'invasion mongole, vont édifier la ville. On voit un exemple d'architecture totalement différent que les Turcs ne connaissent pas. On voit que
ce sont les Syriaques, les Arabes, les Kurdes qui vivaient dans la région qui ont inspiré ces gens-là. Et puis les oreilles. Les oreilles, avec le petit doigt, regarde le petit doigt. Alors le minaret qui domine toute la ville, c'est le minaret de la grande mosquée. La tradition d'ériger une grande mosquée dans laquelle se réunissaient les habitants pour la prière du vendredi. Et sur ce minaret, vous voyez ces écritures qu'on appelle koufiques. Vous pouvez d'ailleurs essayer de lire avec moi derrière. Il faut décrypter, hein, mais vous pouvez lire, regardez, ouais, men, bon je crois que ça va être à l'envers, on mettra la photo à l'endroit, ouais, men, yatawakkal ala Allahi, celui qui place sa confiance en Dieu, fahuwa hasbuh, à lui, Dieu lui suffira. Ensuite, plus haut, vous avez encore d'autres motifs. De bas en haut, alors vous avez La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qui ferait un formidable fond d'écran. Et plus haut, voilà, vous avez un verset coranique. Puis le nom du prophète entouré des 4 califes bien guidés. Puis plus haut encore, les noms des compagnons à qui il a été annoncé la bonne nouvelle du paradis dès ce bas monde, ceux qu'on appelle Al-Asharatul Mubashara. On va faire où? On monte ou on descend? Dans cette ville, il y a 2 options, monter ou descendre. Pas d'autre choix. Tu montes ou tu descends. Repas à Mardin, on s'est arrêté dans un petit restaurant dont on avait entendu parler sur internet qui s'appelle Layli. C'est du mouton. Il est juste en plein milieu de la vieille ville. En fait, il est servi du coup des plats locaux. Et à Mardin, ce qui est un petit peu différent parce que je l'ai vu nulle part en Turquie, c'est des plats sucrés salés à base de la viande avec des fruits. Alors là, en fait, moi j'ai pris un plat, alors on dirait en fait le tagine au pruneau. Alors je vais voir si au goût, ça ressemble au tagine au pruneau. En tout cas, c'est avec des pruneaux et de la viande rouge, mais voilà, on va voir. Pour moi, ce qui est important, c'est la sauce. La beauté du mouton. Tagine au pruneau. Il faut bien mâcher. Mais Hein? c'est avec d'autres épices. Ouais, il y a d'autres épices, mais le goût est très très ressemblant au tagine au pruneau. C'est un peu moins goûtu quand même que le tagine au pruneau. Et deuxième petit plat, c'est quoi? Du mouton. Avec quoi? Avec des amandes. Ah, c'est des amandes. Ah, c'est des amandes entières. C'est des amandes entières? Est-ce que ça se mange des amandes entières? Ah, c'est pas très bon. Ah non, c'est pas bon. Ismaël, tu veux goûter la boisson au sumac? Alors, pour ceux qui savent pas, le sumac c'est une épice à la base. Alors on vient de sortir du restaurant et alhamdoulilah c'était vraiment très bon. Et moi, pour qui le meilleur plat du monde, c'est le tagine au burkouk. J'ai été servi, c'était pas aussi sucré, c'était plus salé, mais c'était très très bon. Et regardez-moi la vue qu'on a quand on sort de là. Masha'Allah. Voici des M&M's traditionnels, donc c'est des amandes enrobées de sucre très très bonnes. J'ai l'impression que ce qui est très fameux à Mardin, ce sont les savons, parce qu'il y a des magasins de savons partout. Et il y a toutes les sortes de savons, à tous les laits et à tous les parfums possibles et imaginables. Je pense que ça doit être du fait de la proximité avec la Syrie aussi, et les savons d'Alep et tout.
Salam alaikum et bonjour à tous. Alors deuxième jour qui se lève sur les plaines et sur le mont de Mardin. C'est toujours aussi magnifique aujourd'hui franchement. Et on a un gros programme, on a été un peu pris par le temps dans ce voyage. Il nous reste juste aujourd'hui pour encore voir plein de choses. Donc un gros programme qui nous attend. Clash. Ça commence par un O. Ça commence par un O. Oreo. Et en fait, regardez quand vous êtes dans la mer et qu'il y a une tempête. Imaginons il y a une tempête. Vous savez plus où vous êtes. Alors grâce à la boussole, on va savoir où est-ce qu'on va aller. Alors on vient d'arriver au monastère de Deir el-Zafaran et en fait autour de nous il y a plein de grottes qui sont autant de signes qu'on est en Mésopotamie. On a décidé de s'enfoncer un peu plus dans le Tour Abidin. En fait c'est le Tour Abidin, c'est la montagne des adorateurs. Et en fait c'est une montagne qui s'étend sur 80 km à peu près, donc il y a plein de choses à voir. Il y a plusieurs monastères et du coup on va essayer d'en apprendre un peu plus sur les Syriaques. Les Syriaques sont des chrétiens qui ont une particularité et c'est ça qu'on va essayer d'aller découvrir à travers les monastères qu'on va visiter. Paraît-il, ils ont une pratique rituelle qui s'assimilerait à la prière rituelle des musulmans avec des prosternations qui confirmerait ce que dit le Coran, à savoir que Isa alayhi salam priait. Nous croyons nous que depuis Ibrahim alayhi salam, les prophètes prient de manière qui peut différer légèrement dans la pratique, mais qui resterait finalement identique dans ses fondements, à savoir une prosternation, une récitation, une inclinaison, etc. Et on va essayer de voir si effectivement les Syriaques prient comme les musulmans prient. Alors cet alphabet que vous voyez en fait tout au-dessus, qui ressemble drôlement à l'arabe, c'est du syriaque, qui est un dialecte de l'araméen, une langue donc sémitique au même titre que l'arabe, au même titre que l'hébreu. Et l'araméen était la langue que parlait Isa alayhi salam, ce qui donne au syriaque une proximité toute particulière avec le prophète Jésus. On se situe actuellement dans le lieu le plus ancien du monastère. C'était un lieu où on vouait un culte au soleil. Les premières lueurs du soleil arrivaient par cette petite fente et les gens faisaient leurs adorations ici. Juste derrière moi, les moines sont entrés. À midi a retenti la cloche. Et j'ai demandé justement au guide si effectivement les chrétiens ici avaient une pratique rituelle différente. Et il m'a confirmé qu'effectivement, à côté des rangs, ils plaçaient justement des tapis. Et mis à part le recours, l'inclinaison, ils avaient aussi des prosternations durant leur rituel. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi se prosternent-ils alors que les catholiques qui ont fondé leur église sur les préceptes d'un apôtre, Pierre, comment se fait-il qu'ils n'ont pas fait perdurer cette pratique de se prosterner alors que d'après ce que ce guide m'a dit, dans la Bible, il y a des mentions sur le fait que Jésus se serait prosterné. Ce qui est étonnant, c'est que depuis que je suis arrivée à Mardin, on m'a déjà posé la question 2 fois de si j'étais musulmane. Du coup j'ai dit bah oui et tout, je porte quand même un voile. Ils ont dit ah non mais ici les chrétiennes aussi des fois portent le voile, donc c'est pas représentatif forcément du fait d'être musulmane que de porter le voile. Et en effet ici on était devant l'église, en fait ils protègent vraiment le culte des Syriaques, on n'a pas le droit d'y assister et tout, donc là quand il a sonné midi le culte a commencé, donc il y avait un garde devant la porte qui laissait entrer simplement les fidèles qui vivent au monastère. Et j'ai vu du coup des femmes qui vraiment avaient des longs voiles noirs type gilbeb un petit peu, et il y en avait d'autres qui sont rentrés sans mais qui le mettent une fois à l'intérieur de l'église pour le culte. Et alors on sait que les monastères en général s'érigent dans des lieux splendides qui sont du coup propices à la méditation, et là en effet c'est particulièrement magnifique.
Alors à 10 minutes à peine du monastère Saint-Gabriel, vous avez un village qui était un village yézidi. Normalement vous devez vous souvenir des persécutions de Daesh à l'égard des yézidis. Et il s'avère qu'il existait encore un village yézidi en Turquie, mais visiblement il a l'air abandonné. Donc là on a fait le tour, mais il semblerait que le village soit totalement abandonné, alors que j'avais lu qu'il existait encore il y a quelques années à peu près 10 foyers qui habitaient ici. Déjà le village a été surnommé Mağaraköy à cause de toutes les grottes. Mağara veut dire grotte en turc, à cause de toutes les grottes que vous voyez tout autour sur les flancs de montagne. En fait c'était dû aux nombreuses persécutions auxquelles étaient confrontés les yézidis. On parle pas de Daesh, hein, on parle de persécutions bien antérieures. Moi j'ai l'impression qu'en fait les yézidis vivent à l'étranger et viennent simplement être enterrés ici. On voit un endroit où on accueille les condoléances qui a été construit très récemment. Et à part ça, personne. On vient d'arriver dans un coin vraiment très touristique, mais franchement c'est très agréable. Il y a une genre de rivière qui passe sous nos pieds, ils ont aménagé ça de sorte à ce qu'on puisse se poser vraiment au-dessus de la rivière. Et on peut commander des grillades, du thé, etc. Et vu la route qu'il nous reste à faire, je crois que je vais bien me prendre un peu de thé.